Bonjour à tous, bonjour à tous, Bonjour. bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné de mon fidèle acolyte, Absolument. Michel. On ne se lâche plus, Absolument. hein. Michel, on a le plaisir, on a la joie, on a l'honneur de Oui, recevoir Christian Coste, un grand joueur, un joueur de notre première division et qui a beaucoup de choses à nous dire. absolument. Et Christian Coste, ben, nous vous remercions. Nous vous remercions de nous accorder ce temps pour parler football, mais aussi parler de Jean-Pierre Adams, parce que ça sera notre fil rouge. Christian Coste, comment allez-vous? Bonjour d'abord à tous. Bien, ça va très bien. Ma santé est en pleine forme et je suis moi-même très content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de Jean-Pierre et un peu de tout ce qui concerne le football que j'ai connu. Christian, vous avez une carrière de footballeur accomplie. Vous avez joué à Alès, à Sète. Vous avez également fait un passage marquant à Lille, où vous avez été Ouais. au sommet de votre carrière. Vous étiez aussi un joueur du Stade de Reims. Vous êtes passé par le Stade Lavallois également. Vous êtes passé aussi par Thonon et puis le Chénois en Suisse. Je voudrais peut-être aussi profiter de, quand j'énonce ces noms, parler de Michel Le Milinaire. Il nous a quittés il y a quelque temps, en début d'année. Euh, un souvenir, j'imagine, que vous avez partagé avec lui, un homme de terrain, ce Michel Le Milinaire, avec cette casquette, son côté un peu papy. C'est quelqu'un qui vous a marqué? Oui, tout à fait. Le passage à Laval m'a marqué, même si ma saison a été, je dirais, moyenne par rapport aux attentes et à mon attente à moi. Mais en tout cas, dans la relation, dans le contact, dans tout ce qui s'avait créé autour de lui, Michel Lumière était un grand entraîneur et nous avions une équipe déjà très compétitive à cette époque-là. La, la, la saison à Lille, vous étiez au sommet de votre gloire. Comment, racontez-nous un petit peu comment les choses se sont passées. Aubenil, ça a été une grande aventure, je dirais. Je suis resté 4 saisons. Je suis arrivé à Lille, nous étions en deuxième division. Nous avons fait la montée aussitôt en première division. Et ensuite, nous avons fait 2 bonnes saisons. Et puis, malheureusement, ça s'est un peu moins bien terminé. Mais en tout cas, ça a été vraiment un passage très important pour moi dans la connaissance du haut niveau. Parce que c'était vraiment le premier club de première division dans lequel j'étais. Et donc, ça a été vraiment une très, très grande expérience. Et en plus, bien sûr, c'est là que j'ai connu mes sélections. Donc, ça ne peut être que bénéfique et marquant. Mhm. Vous étiez un attaquant plutôt prolixe, vous avez marqué pas mal de buts et évidemment vous avez forcément croisé la route d'un solide gaillard qu'on appelle Jean-Pierre Adams puisque c'est notre fil rouge. Vous l'avez peut-être eu comme stopper, hein, comme on Absolument. pourrait dire garde du corps, hein, mais vous l'avez aussi côtoyé en équipe de France. Michel, je te laisse la parole, peut-être quelques questions à ce Oui, tout sujet. à fait. Eh bien, merci, Monsieur Coste, hein. Vous êtes membre aussi du groupe, hein, Jean-Pierre Adam, jamais oublié, et je vous remercie. Vous voyez les nombreux documents qui sont dessus. Et voilà, vous avez été en équipe de France. Alors, vous l'avez côtoyé en adversaire, mais en coéquipier. Comment il était en équipe de France? Je suppose jovial. Comment était l'ambiance avec lui dans l'équipe de France? Mais en équipe de France, c'était vraiment un garçon charmant, agréable, toujours le sourire, hors du terrain. Par contre, sur le terrain, c'était un garçon solide, sérieux, appliqué, vraiment un très bon partenaire. Et il formait avec Darius Trésor, cette fameuse garde noire qui a marqué le début un peu de cette équipe de France. Mais par contre, c'est vrai qu'en dehors, c'était un joyeux huron, il aimait bien s'amuser, rigoler, et on a passé de bons moments, même si malheureusement pour moi, c'était un peu trop court.
Oui, à cette époque, l'équipe de France, c'était le début de l'ère Kovacs. Bon, il n'y a pas eu de qualification pour la Coupe du Monde 74, pour l'Euro 76, mais l'ère Kovacs a été le début de ce qu'on a connu après. Oui, tout à fait. Ça a préparé toute la suite, et notamment le titre de champion d'Europe en 84. Donc, c'était déjà les prémices, puisque beaucoup de joueurs qui étaient à cette époque-là, à mon époque, donc les années 76, 75, 76, se sont retrouvés encore en 84 dans cette équipe-là. Donc, c'était vraiment les prémices, et Stéphane Kovacs avait relancé un peu l'équipe de France qui, malgré d'excellents joueurs, avait du mal à s'imposer au niveau européen et mondial. Il a remis un peu sur les rails ce groupe-là, et puis bien sûr Michel Hidalgo derrière a continué dans cette trace-là avec sa personnalité, et a relancé complètement l'équipe de France. Et concernant Jean-Pierre, vous avez été entraîneur. On a posé la question à plusieurs de ses coéquipiers. Ça a été quand Kader Firoud a décidé de le mettre stopper alors qu'il était avant-centre. Il a commencé, Jean-Pierre, comme avant-centre à Montargis et à l'Entente Fontainebleau. Et Oui, là, ben, j'habite à ça côté doit de être pour un entraîneur que vous avez été, il faut trouver quand même, hein. C'est un instinct, c'est quoi? Oui, ben, moi j'habite pas très loin de Fontainebleau, donc évidemment j'ai connu cette époque de Fontainebleau. Ouais. Notamment j'ai un ami qui avait joué avec Jean-Pierre qui s'appelle Robert Corfou. Je sais pas voilà. Oh J'ai un ami, oui, on donc, connaît, oui. voilà. Robert Corfou était vraiment quelqu'un que j'ai côtoyé de longues années au niveau de la direction technique du foot dans Seine-et-Marne. Donc, je travaillais avec lui, c'était un collaborateur. Donc, il a connu très bien Jean-Pierre, qui déjà, à cette époque-là, n'était pas encore complètement attaquant, il était plutôt défenseur, milieu. Il vacillait entre ces deux niveaux. Et puis, bien évidemment, alors Kader Firoud a réussi à transformer un peu ce garçon, et en a fait vraiment le meilleur défenseur du championnat de France à cette époque-là. On parle d'attaquants reconvertis en défenseurs, mais si on parle d'attaquants, véritable attaquant, vous en avez rencontré un qui était un véritable goléador. Si mes notes sont exactes, vous avez joué avec Carlos Bianchi à Reims. Ah oui. Alors, non, vos notes ne sont pas tout à fait à jour. Et ben voilà, hein, il y avait une bêtise à pas faire et nous on va dedans. Voilà. Hein, voilà, c'est Non, ça. Mais Carlos Bianchi était à Reims lors de la finale contre Saint-Étienne, et moi j'étais d'accord, à Lille. Et à la fin, la saison qui a suivi, donc Carlos est parti au PSG comme attaquant, et moi je l'ai remplacé au stade de Reims en tant qu'attaquant. Donc d'accord. je l'ai suivi, je dirais, dans sa trajectoire. Eh ben, ma transition est toute faite. Est-ce que c'est pas une pression énorme de remplacer un monument comme Carlos Bianchi quand on arrive comme ça? Ah, c'est sûr que c'est pas si facile que ça. Carlos avait laissé une empreinte très importante au stade de Reims. C'est-à-dire que j'ai fait une saison plus honnête. Je ne sais plus combien de buts j'ai marqué, mais je vais être aux alentours d'une quinzaine. Donc, c'était pas mal, et ça s'est très bien passé. Malheureusement, à cette époque-là, eh bien, le stade de Reims s'est retrouvé en difficulté. Et la saison d'après, je suis parti du stade de Reims, et ils sont descendus en deuxième division, et avec un dépôt de bilan. Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes par la suite. Je comprends. Et vous avez un parcours qui est quand même assez atypique parce que vous partez au Chinois et le Chinois à l'époque, il faut bien se rendre compte, aujourd'hui on part dans des clubs suisses, belges ou bulgares où l'exode est beaucoup plus facile. Mais dans les années 80, bon, partir dans un club étranger, c'est pas, il y en a pas beaucoup, hein. Il y avait Ouais. Didier Six, il y avait, bon, bah, il y avait Michel Platini. Il n'y avait pas énormément de joueurs qui sont partis à l'étranger comme Ouais. ça. Comment racontez-nous comment ça s'est passé? Bien, déjà, j'avais failli partir quelques années plus tôt quand j'étais à Lille, puisqu'il y a un club belge qui voulait me récupérer. Ça n'avait pas pu se faire pour diverses raisons. Et donc là, chez moi, c'était plutôt en fin de carrière. J'étais à Thonon-les-Bains en deuxième division.
Donc j'avais déjà une trentaine, 30 ans, je devais avoir. Et j'ai cherché à prolonger, ne serait-ce que 2 ans encore, parce que je me sentais tout à fait capable. Et le club de Toulon-les-Bains ne souhaitait pas me prolonger sur 2 ans, il voulait qu'un an. Donc on ne s'est pas mis d'accord, et le Chinois est venu et il m'a proposé un contrat de 2 ans comme entraîneur-joueur. Et donc c'est comme ça que je suis parti en Suisse, au Chinois, qui était en deuxième division. D'accord. Et ensuite, vous avez enchaîné les performances en tant qu'entraîneur, et c'est là que votre, je dirais, ce goût du métier d'entraîneur vous est venu? Bon, j'ai commencé avant, je dirais que déjà en 75, vous voyez, c'est beaucoup plus tôt, j'avais passé déjà mes premiers diplômes. Quand j'étais à Lille, donc dans les années 75, on avait été deux, trois joueurs professionnels de cette époque-là à passer ce qu'on appelait à l'époque un premier degré, un brevet d'État, premier degré, en 75. Et j'ai toujours, je m'occupais des petits à Lille, des tout petits de l'école de foot. J'ai toujours aimé m'occuper des enfants. Donc, au Chinois, donc j'ai commencé à entraîner des seniors. Et puis ensuite, eh j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui a été un peu le fil rouge de toute ma carrière, c'est Georges Perros, que j'avais connu quand j'avais 17-18 ans à Lille. Ensuite, que j'ai eu comme entraîneur à Lille, c'est lui qui m'a fait venir à Lille. Et ensuite, quand j'étais au Chinois, lui est devenu entraîneur au PSG, à Paris Saint-Germain. Et là, il m'a contacté, il m'a dit, écoute, est-ce que tu voudrais venir travailler avec moi et t'occuper du centre de formation de Paris. Donc D'accord. c'est un peu cette transition qui s'est faite comme ça par ce fil rouge que j'avais avec Georges Perros. Vous avez été DTN au Gabon. Est-ce qu'au Gabon, vous avez vu au début ou côtoyé Pierre Aubameyang? Alors, je n'ai pas côtoyé Pierre, j'ai côtoyé son père. Il me semblait De bien Pierre. Pierre Aubame. Voilà, lui, je l'ai connu au Gabon, en effet. Je suis resté 4 Oui, ans au Gabon, de 2000 à 2004, ouais. comme directeur technique, après étant rentré d'abord à la fédération, puisque j'ai été aussi membre de la DTN de 98 à 2000, avec le Centre national féminin. Et donc après, je suis parti au Gabon comme DTN pendant 4 ans. Alors, vous vous méfierez parce que vous avez des espionnes derrière vous. Je ne veux pas faire de délation, mais je Ah, vois c'est des ma femme petites alors, c'est têtes. pas derrière. Une porte qui Je s'ouvre. vois une porte qui s'ouvre et des têtes qui font émergence. Je crois que nous attisons la curiosité, Michel, par nos questions. Euh, alors, ben c'est bien, hein, on est vraiment, on est en famille, hein, Oui, Ah oui, absolument. bien sûr, Tout à fait convivial. euh, un mot aussi sur votre passage au Paris Saint-Germain, Ouais. puisque vous êtes bon, un tout jeune entraîneur, vous arrivez dans une équipe du Paris Saint-Germain avec des stars, des grands joueurs, des Luis Fernandez, des Safet Suzik, des grands Voilà. noms. Comment vous vivez ça? Comment ça se passe? Et est-ce que vous avez réussi à finalement porter un petit peu cette lourde responsabilité qui était la vôtre? oui, ben, j'étais parti au PSG pour me faire une formation et quelques mois après mon arrivée, malheureusement, la direction du PSG, vu qu'il n'y avait pas de très bons résultats, ont décidé de se séparer de Georges Perros et ils m'ont demandé de prendre le groupe professionnel. Donc là, c'est vrai que je me suis retrouvé propulsé avec des Luis Fernandez, des Safet Suzic et d'autres garçons très importants, Dominique Rocheteau, voilà, avec un groupe très important. Bon, on a terminé la saison pas trop mal au niveau du championnat, beaucoup mieux en coupe puisqu'on a perdu malheureusement en finale de Coupe de France. C'était contre Monaco à l'époque, on a perdu 1-0. 1-0. But de Et Gengini, je crois. oui, tout à fait. Mais là, j'étais entraîneur principal à cette époque-là. Et ensuite, donc, Gérard Rouillet est venu la saison d'après et je suis devenu son adjoint. D'accord. Donc, pour dire juste pour rappel que le premier titre de champion de France de PSG, c'était Gérard Rouillet et moi, j'étais un de ses adjoints. Alors, cette finale de la Coupe de France, moi je me rappelle très très bien parce que évidemment j'étais tout jeune, mais la légende veut que bon, Safet Suzy, qui est un des joueurs que j'adore, hein, je m'en suis jamais caché, pour moi c'est l'un des magiciens que j'ai eu la chance de voir. Bah, ce jour-là, en finale, il a été un peu
il a un peu gardé le ballon pour lui et bon, ça aurait peut-être pas été du goût de certains joueurs, dont Luis Fernandez. Alors c'est la légende qui veut ça, et cette légende, est-ce qu'elle est vraie, est-ce qu'elle n'est pas vraie? Christian de l'intérieur, est-ce que vous pouvez nous le révéler, ça ou pas? Oui, je peux tout révéler, vous savez. Le, le, le souci qu'on a eu de cette finale, c'est que on avait joué 3 jours avant la demi-finale contre Toulouse et on avait fait les prolongations et les tirs au but. Donc on avait créé une usure un peu physique et 3 jours après, on n'avait pas physiquement récupéré. Donc on était en dessous de nos capacités. Et ensuite, on avait un joueur qui s'appelait Nabatek de Toko, qui avait été blessé lors de la demi-finale et qui m'avait assuré qu'il pouvait jouer la finale, avait testé, ça avait l'air d'aller, mais en définitive, il était un peu en dedans. Il a reconnu lui-même après en disant c'est peut-être ma faute si on a perdu, parce que je n'étais pas à 100% de ce que j'aurais pu faire. Ça fait, non, il était peut-être fatigué de la demi-finale, parce que c'est déjà une demi-finale, prolongation et tir au but, mentalement c'est très, très compliqué. Et 3 jours après, jouer Monaco en finale, voilà, c'était difficile, mais non, il n'y avait pas une animosité ou quoi que ce soit à l'intérieur du groupe. C'est un groupe qui vivait bien. Bon, comme tous les groupes, il y a quelquefois des petites remarques ou des choses comme ça, mais il n'y a jamais eu un vrai problème. Le fait est, et je vais laisser la parole à Michel, mais c'est un peu mon moment, hein, sa fête Suzy, t'imagines bien, Michel, quelqu'un qui a eu sa fête Suzy, et comme tu sais, je l'adore. Voilà. Bon, c'est quoi d'avoir un joueur comme lui dans son équipe? C'était de l'intérieur à l'entraînement, le voir ou l'avoir comme joueur, ça a été quelque chose de marquant pour vous? C'était un bonheur. Un Ah oui. bonheur d'avoir sa fête, parce que c'était un professionnel exemplaire. C'est un garçon qui arrivait 1 heure avant s'il fallait l'entraînement, il se préparait, il était toujours vraiment dans son métier. C'était exceptionnel, il y en avait très peu, on peut le dire. C'était lui, vraiment, pour moi, c'était lui le stéréotype du joueur professionnel. Sérieux, appliqué, toujours dans son travail, c'était vraiment super. Et relation, bon, il était un peu réservé, ça fait, mais sur le terrain, c'était un magicien. Ouais. Un plaisir de le voir au quotidien en entraînement, réaliser des choses qu'on se disait, mais c'est pas possible, c'était réalisé. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. On avait eu, c'était Thierry Morin. Thierry Morin, Thierry oui. Morin qui nous avait expliqué que au début de sa carrière, Thierry Morin disait le bizutage, hein, où c'était quand les jeunes devaient avoir sa fête au marquage, parce qu'il disait on ne pouvait pas lui prendre le ballon. Hein. Rappelle-toi Oui, absolument. de cette anecdote. Michel, tu as peut-être une Oui, question à Christian. oui, Christian, on a eu en interview Thierry Morin, et Thierry Morin qui nous disait à propos, bon, Jean-Pierre a été au PSG de 77 à 79, et Thierry Morin nous disait que Jean-Pierre, quand il arrivait au centre d'entraînement avec sa Mercedes, il prenait les jeunes du centre de formation, il les prenait en stop, et Thierry Morin garde de Jean-Pierre vis-à-vis des jeunes. Jean-Pierre était pratiquement fin de carrière, à sa proximité avec les jeunes. Oui, mais ça ne me surprend pas. Ayant côtoyé un peu Jean-Pierre de l'île de France ou comme manager, ça ne me surprend pas qu'il ait ce comportement. C'est naturel chez lui. Voilà, c'était un garçon qui était ouvert, qui était disponible, qui considérait tout le monde sur le même niveau, un ancien pro ou un tout jeune. C'était vraiment quelqu'un de très réceptif, ouvert, de sympa. Sympa, tout simplement, c'est le mot. Voilà, comme je le disais, moi je l'ai connu à Montargis et quand il revenait à Montargis, il était bon en équipe de France stopper et il savait d'où il venait et il se comportait avec ses... Parce qu'il faut savoir que Jean-Pierre a aussi travaillé hein, en usine Hutchinson, et il retrouvait ses anciens copains comme si rien n'était avec cette simplicité. Et ça, c'est important. Hein. Oh oui, tout à fait, mais je crois que cette époque-là, Oui, tous les professionnels ont commencé par travailler. Moi-même, je travaillais avant de commencer à jouer au foot. oui, Je travaillais. Il n'y avait pas les centres de formation qui ont commencé à arriver un tout petit peu plus tard. Et donc, nous, les anciens, je dirais, on a commencé toujours à travailler. Donc, on est toujours resté très proche de nos racines, de tout ce qui faisait notre vie à cette époque-là.
Et vous aviez aussi, Monsieur Coste, et ce n'est pas une critique que je fais sur les agents, mais votre génération, je discutais avec un ancien pro qui me disait, et Bernadette Adams m'en avait aussi parlé, qu'à l'époque, vous étiez trois dans un bureau, le président du club, le trésorier et le joueur. Et vous étiez à trois, et il n'y avait pas d'agent, il n'y avait pas d'intermédiaire. Voilà, Il y a quand Oui, même le trésorier. Hein. le Ah, quand trésorier, même, déjà à l'époque. le c'était trésorier du indispensable, club. ça. Non, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas, moi-même, j'ai jamais eu d'impresario, de manager. Vous négociez vous-même vos contrats. Oui, absolument. On s'est mis nous-mêmes le contrat, on se mettait d'accord ou pas, mais c'était nous qu'on discutait, d'homme à homme, avec le président, et puis voilà, oui, oui. Mais tout à fait. Hein. Mais voilà, tout ça, tous ces gens qui tournent autour du football actuellement n'existaient pas à l'époque. C'était des relations plus directes, plus saines. Là, il y a toujours des choses qui se passent qui sont quelquefois compliquées à comprendre. Et Monsieur Coste, si Jean-Pierre serait en face de vous, là, que lui diriez-vous? Je me rappellerai d'une chose qui m'avait surpris un peu, et pas surpris, mais surpris, ouais, surpris c'est le mot. Euh, C'était à l'équipe de France, donc c'était pas Clairefontaine où on allait encore à stage à l'époque, c'était la voisine, le château. Et je rentrais dans la chambre, il y avait Marius et Jean-Pierre, et moi je rentre pour dire bonjour, pour aller me demander des choses, je ne sais plus pour quelle raison, et je les vois tous les deux éclater de rire, ils étaient en train de jouer aux cartes. Ils étaient morts de rire avec les cartes. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis rentré là par hasard et j'ai dit, ben, waouh, ils sont tranquilles, on allait faire des matchs le lendemain ou le lendemain, on avait des matchs importants, ou la Belgique, je ne sais plus quoi. Et eux, tranquillement, ils jouent aux cartes, en rigolant et tout. C'est une image que je retiens et que je me rappelle de ce temps-là. Si. C'est amusant parce que j'ai eu la chance de savourer la biographie de Marius Trésor quand je suis parti en vacances au mois de juillet. Et il y a un passage qui s'intitule Jean-Pierre Adams, mon frère. Marius Trésor lui livre un hommage plein de pudeur, plein de tendresse. Et vous voyez, quand vous avez raconté cette partie de cartes, Ah oui. j'ai un peu cette image-là que vous êtes en train de m'expliquer. Parce que véritablement, quand Marius raconte ça, c'est ce que vous venez de dire, Monsieur Coste. Merci de ce beau témoignage. Oui, vous voyez, vous avez beaucoup des choses à dire sur Jean-Pierre. Ah, vraiment Oui, bien formidable. sûr. On a des images, on a des fois des regards, des choses comme ça, quand on l'a côtoyé un peu. Bon, moi, j'ai eu la chance, ou la malchance de côtoyer que pendant 5 matchs, parce que j'ai 16 sélections. Et de buts. Et de buts, oui, tout à fait. Bon rappel. Et c'est vrai C'était que contre qui? les buts, Oui. la Belgique, en Oui. Belgique, et Portugal, la non? Pologne en 1974 après la Coupe du Monde. Ah oui. La Pologne avait fini deuxième, je crois, la Coupe du Monde de 1974. Et on est allé jouer en Pologne, on gagne 2-0, je marque le premier but, et je fais marquer le deuxième à Jean-François Chauzard. Et si mes souvenirs sont bons, c'est les débuts d'Alain Giresse, son équipe de France. Tout à fait. Alain, son premier match avec l'équipe de France, j'étais à ses côtés. Oh, Michel, respect. Hein. Dominique Rosto, également, son premier match à Dominique Rosto, lui jouait sur le côté droit et moi dans l'axe. Le premier match de Dominique Rosto en équipe de France. Peut-être, Christian, vous avez 5 sélections, vous avez mis 2 buts. Bon, bah, c'est quand même des stats qui sont pas mal. Hein. Il y en a, ils ont joué beaucoup plus de matchs, ils n'ont pas marqué. C'est pas un regret de ne pas avoir un peu plus goûté à cette équipe de France? On a l'impression que bah, vous étiez bien dans le game. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, une grave blessure, tout simplement, en Coupe de France à Guingamp. J'ai un défenseur de Guingamp qui m'a taclé à hauteur du genou. Et j'ai mon genou qui a complètement brillé avec les médicaments, tout. Et ça a complètement coupé net mon élan. Même si après j'ai rejoué à Reims, mais je suis resté 6 mois à peu près sans jouer. Et j'ai pu retrouver l'équipe de France par la suite. Et donc c'est vrai que le regret, c'est ça, c'est en définitive le match de Coupe de France à Guingamp qui me laisse un goût amer un peu. Oui. Christian Coste, qu'est-ce que vous devenez vous êtes où? Est-ce que vous êtes toujours dans le milieu du football? Dites-nous un petit peu. Vous avez été entraîneur à Melun, hein? Oui, j'étais entraîneur à Melun, tout à fait.
Et là, je suis en région parisienne, mais je D'accord. suis toujours dans le football, c'est-à-dire que dans le département où je suis, je fais des formations d'entraîneurs au niveau du district, je fais les détections pour Clairefontaine qui ont lieu dans chaque département, Ah, et que, sur les détections également. Et en plus de ça, je m'occupe d'un club amateur qui est au bord de la carrière, d'un pôle, le pôle U8-9, donc des petits, pour le gérer les éducateurs, voilà. Donc je suis toujours impliqué dans le foot. Ouzouar la Ferrière, tout le monde connaît, hein, 98, les Brésiliens étaient là-bas. ah Tout Tout à le ouais. monde fait. a campé sur les arbres pour voir des Ah Roberto ben, moi Carlos je et suis des. là, je suis responsable du pôle U8-9 à Auzois, la carrière. Et Melun, c'était en quelle année où vous avez été coach? Alors Melun, ça devait être dans les années 86. Non, D'accord, non, attendez, je dis une bêtise. 96. 96. Parce que j'ai fait 2 ans à Melun et ensuite je suis parti comme conseiller technique départemental. Donc 95 d'accord. 96. Vous étiez avec Daniel Malherbe? Oui, je connais très bien Daniel. D'accord, d'accord. Et puis on a un entraîneur, peut-être que vous avez connu, Philippe Tétamanti. Philippe, c'est un copain. Comment? C'est un copain. Philippe, c'est un copain à moi. Eh ben, oui, parce que Philippe, je on l'ai est eu amis. je l'ai eu comme entraîneur. En Ben, fait, Philippe, moi, j'ai son portable là et c'est un ami, Philippe. ouais. Et Ah oui, vous lui direz que Yolan, là, il l'a eu en interview et enfin, qui vous a interviewé, Yolan, enfin, il a été mon entraîneur à La Rochette-Volpénil. oui, ben, Un mec super, oui, quelqu'un de ben, vraiment Philippe, oui, super, ben, beaucoup Philippe, oui. d'humour. Et vous avez dû connaître à Melun Monsieur Charlie Caruana. Caruana, non, ça me dit rien. Charlie Caruana, qui a été adjoint après de Patrick Parison. Ah ben, c'était avant ça alors. Comment? C'était avant que j'arrive, moi, à Melun. Oui, oui, c'est Parce que avant que par vous arriviez. raison, moi j'ai joué avec lui à Lille, Oui, donc je le connais bien, j'ai joué aussi j'ai joué en équipe de France, mais Patrick, il était entraîneur à Melun avant que moi j'arrive à Melun. Donc un oui, peu plus tôt. voilà. Bah écoutez, en tout cas, Christian Coste, un grand merci. Vous embrasserez Philippe Tétamanti de ma part. J'ai noté votre nom, mais je ne manquerai pas de. Ouais, vous pourrez lui dire que je l'ai adoré. J'ai gardé un très bon moment avec lui, même si je l'ai eu qu'un an. Michel, Ah, je tenais à vous remercier vraiment pour notamment dans le groupe Jean-Pierre Adams et je regrette pas avoir été perspicace à vous convaincre parce que vous aviez des choses à nous dire sur Jean-Pierre, vraiment. et moi, j'aurais signalé quelque chose. On va pas non plus, hein, comme tu dis, Michel, on va pas faire on va faire de la calinothérapie ou autre. Mais alors, Monsieur Coste, vous êtes d'une gentillesse, c'est Absolument. tellement appréciable, mais de tous, hein, mais Oui. je vous ai trouvé vraiment d'une gentillesse. On a essayé de valider la technique. Vous aviez le sourire. C'est vraiment un régal d'avoir des gens comme vous. Merci, merci. Ben, les C'est normal. sportifs et les entraîneurs de haut niveau gardent leur calme, hein. Oui, oui, tout à fait, il n'y a aucun problème. L'occasion pour moi aussi de saluer, comme toujours, comme on essaie de le faire à chaque fois, notre pote Cyril Guénaud, qui a Oui, tellement fait pour le groupe Jean-Pierre Adams et qui a été à ma place avant. voilà. Et puis également Bernadette Adams, qu'on embrasse Bernadette et Adams, oui. qui a tellement fait aussi. On vous souhaite une super fin de journée, Christian Cos. Et, Merci pour votre gentillesse. Monsieur Cosse, une dernière chose, je remercie votre fils publiquement parce que c'est votre fils qui, voilà, vous a convaincu. Vous Voilà, avez été malin de passer par mon fils. Ouais, mais Michel, quand on peut pas rentrer par la porte, il rentre par la fenêtre, hein. C'est Oui, voilà, donné. voilà. Mais il a bien raison, vous je voyez, suis, comme je quoi, suis un ça valait la peine. passionné de football depuis longtemps. Voilà, et voilà. Merci beaucoup, Christian Coste. Merci beaucoup. Prenez soin de Merci à vous. vous. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.